17 août 1944, 16h12, au cœur de la poche de falaise, Calvados, Normandie. Le ciel est un manteau de plomb chargé de suie et de pluie fine, qui fouette le pare-brise blindé du P-47 Thunderbolt comme des éclats de mitraille, tandis que le capitaine Yves Duval, pilote du groupe de chasse 223 Lorraine, cramponné aux commandes gluantes de sueur et d'huile, incline son avion dans un piquet furieux vers la colonne allemande qui serpente sur la route défoncée d'Argentan à Falaise. Un convoi agonisant de Mercedes Staff Car flanqué de Half-Tracks SD KFZ 251 et de rares Panthers survivants, leurs chenilles broyant la boue noirâtre sous un déluge d'obus de roquettes RP-3 déjà larguées par les vagues précédentes de typhoons alliés. L'air est saturé d'une puanteur âcre de caoutchouc brûlé et de carburant JP4 qui s'infiltre par les joints fissurés de la verrière, mélange toxique qui râpe la gorge de Duval comme du papier de verre trempé dans l'acide, et il tousse violemment, les yeux larmoyants rivés sur le réticule de visée où dansent les silhouettes ennemies, minuscules mais implacables, leur MG42 crachant des traînées oranges qui zèbrent le ciel en arc mortel. Le moteur Pratt & Whitney R2800 rugit à 3000 tours. Une vibration sourde qui remonte le long de la colonne vertébrale de Duval, faisant claquer ses dents dans sa mâchoire crispée, tandis que ses doigts engourdis par le gant de cuir mouillé agrippent le manche à balai comme à une bouée dans une tempête océanique, chaque mouvement pesant des tonnes, irréversible, comme si le temps lui-même s'épaississait en gelée sanglante. Vous sentez cela, cette lourdeur dans les bras, cette fatigue qui colle les paupières comme de la poix, l'épuisement accumulé de 40 missions, au-dessus de cette Normandie maudite où chaque atterrissage est une prière exaucée par miracle. Duval appuie sur la gâchette des 8 mitrailleuses Browning M2 de 12, 7 mm et le Thunderbolt vomit un torrent de plomb incandescent. 50 cales qui déchiquettent l'air en un hurlement strident, fauchant les servants d'un canon PAC 40 sur la berge du champ labouré, leur corps se tordant en marionnettes désarticulées sous l'impact, éclaboussant la terre de rouge sombre qui se mêle à la gadoue piétinée par des milliers de bottes. Mais déjà la riposte monte. Un éclat de 20 mm. Flak-Vierling arrache un morceau d'aile gauche dans un craquement sourd qui résonne dans la cellule comme un coup de marteau sur une enclume. Et Duval sent l'avion hoqueter, le manche se cabrer violemment dans ses paumes, forçant ses muscles à lutter contre une force invisible qui veut le précipiter au sol prématurément. L'odeur de cordite explose dans le cockpit, piquante, suffocante, mélange de soufre et de métal fondu qui imprègne ses vêtements de vol, sa combinaison kaki trempée, et il inspire profondément par la bouche, goûtant le sel de sa propre transpiration mêlée à cette pestilence infernale. Tandis que le tableau de bord s'illumine d'un premier voyant rouge, pression d'huile en chute libre. Son cœur cogne comme un piston déréglé, chaque battement un marteau contre ses côtes, l'adrénaline noyant la peur en un cocktail brûlant qui fait trembler ses jambes malgré les sangles qui l'écrasent contre le siège en toile tendue à rompre. Il redresse d'un coup sec. Le P-47, remontant dans un gémissement de métal torturé, grisant les sommets d'arbres déchiquetés où des Waffen-SS en Feldgros se terrent, leur STG-44, crachotant des rafales inutiles qui ricochent sur le blindage ventral avec des pings aigus comme des cloches funèbres. Mais le feu a pris, un filet orangé léchant le capot moteur, visible par le coin de l'œil, et la fumée commence à s'infiltrer. D'abord un voile grisâtre qui obscurcit le viseur, puis une brume épaisse, noire comme de l'encre, qui envahit le cockpit en volutes paresseuses, âcres, huileuses, imprégnées d'essence et de caoutchouc en fusion, brûlant les poumons de Duval qui tousse à s'en déchirer la trachée, les yeux piquants de larmes involontaires alors qu'il cligne frénétiquement pour percer le chaos. Le deuxième voyant clignote. Alarme incendie.
un bip strident qui perce le vacarme du moteur comme une scie circulaire dans du bois pourri. Et il sait, au fond de ses tripes nouées par la terreur primitive, que le R2800 est condamné. Les injecteurs de CO2 automatiques, qui tentent vainement d'étouffer les flammes, ne faisant qu'attiser le brasier en crachotant des nuages blancs inutiles. Vous sentez la chaleur maintenant, cette fournaise qui monte du plancher, roussissant les semelles de ses bottes, suintant à travers le tissu ignifugé pour mordre la peau de ses mollets comme des fers rouges. Et Duval jure en français ancien, un chapelet de jurons alsaciens hérités de son père maquisard. « Merde, saloperie de Boche !» Sa voix rauque avalée par le grondement ambiant. Il jette un œil en bas, à travers la fumée qui danse comme des spectres, et voit les positions ennemies grouiller encore. Un bunker camouflé de branchages, sous lequel des artilleurs rechargent un Nebelwerfer multiple rocket launcher. Ces tubes menaçants pointés vers les lignes alliées du 2e corps canadien qui progressent péniblement à travers les vergers incendiés. Et plus loin, un dépôt de munitions entassé à la hâte, caisses de 98 mm et bidons d'essence alignés comme une cible providentielle. Protégés par un nid de MG-42 dont les canons refroidis fument encore après les passes précédentes. L'avion tangue, le manche durci par les gouvernes endommagées, refusant d'obéir pleinement. Chaque correction, un effort herculéen qui fait saillir les veines sur ses avant-bras, et la peur s'insinue enfin. Non pas une panique animale, mais une terreur froide, calculatrice, qui lui serre les testicules comme un étau glacé. Sauter maintenant signifierait atterrir au milieu d'eux, parachutistes solitaires traqués par des meutes de grenadiers en Stahlhelm, mitraillés avant même de toucher le sol boueux, ou pire, capturés et torturés dans une ferme réquisitionnée où les Gestapo officiels arrachent les ongles avec des pinces rouillées. Non, pas ça. Pas après Saint-Lô. Pas après avoir vu son wingman exploser en une boule de feu orange le 12 juillet, son cri radio « Je suis touché, adieu les gars !» entend encore ces nuits. Le 3e voyant s'allume, générateur HS. Les instruments qui s'éteignent un à un. Altimètre figé à 800 mètres. Variomètre oscillant follement et l'obscurité gagne. La fumée maintenant, un mur impénétrable qui force Duval à ouvrir la verrière d'un coup de levier manuel. L'air frais hurlant à l'intérieur en un tourbillon glacial qui plaque ses joues contre les os. Mais attisant les flammes qui lèchent maintenant les longerons d'ailes, la chaleur infernale carbonisant l'air autour de lui, desséchant sa bouche en un désert de coton. Il tousse du sang, crache un glavio noirci sur le plancher jonché de cartes chiffonnées et de chargeurs vides, et ses mains tremblent sur les commandes. Doigts gourds comme des saucisses gelées malgré la fournaise. L'épuisement de ces dernières 72 heures, sans sommeil pesant sur ses épaules comme un sac de sable de 50 kilos. En bas, les Allemands ne se doutent de rien. Leurs silhouettes affairées, rechargeant fiévreusement les tubes du Nebelwerfer, riant peut-être d'une blague obscène en dialecte bavarois, ignorant le point incandescent qui grossit dans leur ciel, le P-47 transformé en torpille vivante. Duval hésite. Un instant suspendu en éternité, le monde ralentissant en un ralenti cruel. Il voit le visage de sa femme à Alger, ses lèvres pâles murmurant « Reviens-moi, Yves !» Entend le rire de sa fille de 5 ans courant sur la plage de Casablanca, sent l'odeur du pain frais de la boulangerie familiale à Strasbourg avant la guerre. Et une vague de regret l'envahit, morale et viscérale, se demandant si ce choix est folie ou devoir, suicide ou sacrifice. Mais la douleur dans sa poitrine, brûlure ou cœur brisé, décide pour lui, et il pousse le manche en avant d'un geste définitif, lourd, irrévocable. Le Thunderbolt basculant en piqué vertical, le sol qui monte à une vitesse hallucinante, 500 km/h, le vent hurlant comme un banshee dans la verrière grande ouverte, arrachant son casque qui s'envole en tourbillon. Vous sentez le vide au creux de l'estomac.
cette chute libre qui comprime le temps en une seconde infinie. Les flammes rugissant maintenant à ses pieds, léchant ses bottes, la peau qui cloque et noircit sous le cuir, et il hurle, un cri primal noyé par le sifflement de l'air, tandis que le réticule engloutit le dépôt ennemi, caisses et bidons nets comme une cible d'entraînement. Les MG-42 se déchaînent enfin, traînées vertes qui frôlent l'empennage dans des chocs métalliques, un éclat perçant le fuselage et labourant son épaule gauche en une traînée de feu liquide, sang chaud coulant le long de son flanc. Poisseux, métallique sur sa langue quand il se mord la lèvre. Mais il tient, muscles tétanisés, vision tunnel, où ne subsiste que le sol qui grandit, les faces blêmes des artilleurs levées vers lui, bouches ouvertes en cris muets de terreur. Le monde explose en un flash aveuglant, impact à 600 km/h sur le cœur du dépôt, les 8 mitrailleuses crachant jusqu'au bout leur dernier chargeur dans un staccato final, puis la collision, ailes qui se disloquent en gerbes d'étincelles, fuselage qui s'enfonce dans les caisses comme un poing dans de la chair molle, essence et munitions qui s'embrasent en une sphère de feu nucléaire, orange et noir. Déflagration qui soulève la Terre en un cratère de 20 mètres, projetant des obus 90 000 dans toutes les directions comme une pluie d'artillerie divine, fauchant les half-tracks voisins, carbonisant les servants du Nebelwerfer dans un hurlement collectif étouffé par le rugissement apocalyptique. Le silence tombe ensuite, lourd, cotonneux, comme après un coup sur la tête, la fumée s'élevant en champignon géant qui obscurcit le soleil couchant. Et sur les lignes alliées, à 2 kilomètres au nord, le sergent-chef Pierre Lambert du 3e régiment de fusiliers motorisés canadiens, blotti dans un fossé rempli d'eau croupie où flottent des feuilles mortes et des bouts de ration K délayés, sent le sol trembler avant d'entendre la détonation, ses dents claquant dans sa mâchoire, oreille bourdonnante d'un sifflement aigu qui noie les ordres criés par le lieutenant. « En avant, les gars, ils sont cuits !» L'air empeste le TNT frais et le carburant incendié, une odeur de fin du monde qui colle à la gorge. Et Lambert rampe hors du fossé, ses bottes s'enfonçant dans la boue gluante jusqu'aux genoux. Chaque pas un effort surhumain contre la succion vorace de la terre normande. Fusil Lee Enfield Memka-3 serré contre la poitrine, baïonnette fixée luisant d'humidité. Ces hommes suivent, ombres exténuées au visage barbouillé de terre et de peur, masques à gaz pendant mollement à leur ceinture, Thompson SMG ballottant, et ils avancent vers le chaos fumant, découvrant le cratère béant où gisent des torses carbonisés, un bras arraché encore crispé sur une culasse de MP40, bidons éventrés déversant leur jus noir dans les flaques, et au centre, les restes tordus du P-47, empennage dressé comme une croix brisée, matricule français gravé GC 2-23, témoignage muet du sacrifice. La peur les étreint encore, irrationnels, ces fantômes de combat qui hantent les veines après la bataille, mains tremblantes sur les chargeurs, yeux scrutant les buissons pour un sniper embusqué, mais l'absence de riposte, ce vide hurlant, libère un souffle de triomphe mêlé de deuil. L'ennemi est pulvérisé. Le Nebelwerfer, réduit à des tubes fondus tordus comme des spaghettis, munitions éparpillées inertes, permettant aux Canadiens de percer enfin la poche, changeant le cours de cette journée sanglante où des milliers de Boches agonisaient déjà dans les taux alliés. Duval, ou ce qu'il en reste, est introuvable dans les débris incandescents, fondus dans le métal et la chair noircie, mais son acte plane sur le champ de bataille comme un spectre vengeur. Et Lambert, agenouillé près d'un casque allemand fendu, sent monter les larmes. Pas de joie, mais d'une fatigue cosmique. Le poids écrasant de la survie quand d'autres l'ont payé de leur sang. Et il murmure une prière à la Vierge de Lourdes. « Repose en paix, pilote inconnu. T'as fait plus en 1 minute que nous en 1 semaine. » Le vent se lève,
froid et humide, chassant la fumée en volutes fantomatiques, et les combats reprennent ailleurs, plus loin dans la nuit tombante. Mais ici, dans ce cratère sacré, le temps s'étire encore, seconde après seconde, en un silence brutal où résonnent les échos des moteurs disparus, des cris avalés, des décisions irréversibles gravées dans la boue éternelle de Normandie. Les hommes avancent, pas lourds, épaules voûtées sous la pluie qui redouble, sentant dans leurs os la vibration persistante de cette chute fatale. Et la bataille, cette monstrueuse machine à broyer les âmes, continue son moulinage impitoyable, mais avec un élan nouveau, arraché au désespoir par le feu d'un seul homme. L'épuisement les rattrape enfin, collapse physique dans les trous d'obus remplis d'eau saumâtre, corps secoué de frissons incontrôlables, morale fissurée par le spectacle des chairs mutilées, confusion morale sur la valeur d'une telle mort, héroïsme ou folie. Et le sergent Lambert fixe le ciel vide, où des typhons amis filent déjà vers de nouveaux cibles, moteurs grondant comme des dieux courroucés, se demandant si son tour viendra, si la prochaine fumée noire portera son nom. La nuit s'installe, froide, impitoyable, étoile masquée par les nuages bas, et dans le silence relatif percé de gémissements lointains et de coups de feu sporadiques, le poids de la perte s'abat, lourd comme une dalle de granit sur la poitrine. Survie qui n'est qu'une prolongation fragile de l'agonie collective, et les hommes somnolents, blottis les uns contre les autres, rêvent hantés par le rugissement d'un P-47 en piqué éternel. Des heures passent ainsi, immobiles dans la gadoue, jusqu'à l'aube blafarde du 18 août, où les ordres crépitent à la radio. Avancez, la poche se referme. Et ils se relèvent, membres engourdis, cœurs alourdis, portant en eux le fantôme de Duval, ce capitaine alsacien dont le nom sera gravé plus tard sur un monument à Falaise, mais dont l'acte ce matin-là a ouvert la brèche fatale aux Alliés, scellant la destruction de la 7e armée allemande dans un océan de feu et de ferraille. La marche reprend, pas pesant, irréversible, vers d'autres enfers. La peur renouvelée mais tempérée par ce sacrifice, et le ciel, indifférent, pleure sa pluie fine sur les tombes anonymes. Vous sentez encore la chaleur résiduelle du cratère, l'odeur persistante de mort carbonisée qui s'accroche aux narines, et dans chaque souffle, l'écho d'une décision qui a renversé le destin d'une bataille, seconde après seconde, dans l'intimité brutale d'un cockpit en feu. Pourtant, l'après se prolonge, interminable, car la bataille ne s'arrête pas à l'explosion. Les survivants allemands, ces ombres égarées sorties des bois adjacents, rampent vers les lignes alliées avec des grenades à manches acharnées. Et Lambert doit tirer, son Lee Enfield claquant dans le brouillard matinal, balle. 303 traversant un Feldwebel au visage blême, corps s'effondrant dans une mare rougeoyante qui attire les mouches voraces dès les premiers rayons. La fatigue est un monstre maintenant, muscles qui hurlent à chaque mouvement, épaules déchirées par le poids du sac à dos bourré de grenades Mills et de rations froides, et la peur morale s'installe. Tuer un homme qui fuit, est-ce justice ou barbarie? Confusion qui ronge l'âme comme un acide lent, tandis que le lieutenant hurle « Couvrez le flanc gauche !» Voix cassée par la fumée inhalée. L'air vibre encore des ondes de l'impact. Os qui résonnent d'une vibration fantôme, et ils progressent, mètre par mètre, écrasant sous leurs semelles des douilles chaudes de 92 millimètres, sentant la terre molle céder sous le poids des corps accumulés. Un autre dépôt ennemi, intact celui-ci, crache des salves de mortier 81 mm qui labourent le verger, concussion qui soulève des geysers de terre humide plaquant les hommes au sol, oreilles sifflantes, cœur battant la chamade dans la poitrine comprimée. Lambert rampe, ventre dans la boue fétide où pourrissent des pommes écrasées et des membres anonymes, fusil traînant, et tire au jugé sur une silhouette casquée.
Impact qui projette l'homme en arrière dans un cri guttural. Mein Gott! Silence bref avant le suivant. L'épuisement culmine à midi. Collapse dans un entonnoir d'obus où l'eau monte aux chevilles, froide comme la mort, et il pleure sans honte, sanglots étouffés dans les manches kaki, deuil pour les copains tombés à Caen, pour le pilote inconnu dont le feu a pavé leur chemin. Morale conflict. Avancer ou crever sur place. Split second. Un ordre radio. Poussez, les Canox, falaise est à vous. Et ils se relèvent, zombies animés par l'inertie du devoir, sentant dans leurs veines l'adrénaline fanée se muer en plomb liquide. La journée s'étire ainsi. Combat sporadique, chaque tir est tiré en éternité, doigt sur la détente hésitant une seconde de trop, balle filant en sifflant, impact chair explosant en brume rose, jusqu'au crépuscule où la poche craque enfin. Allemands fuyant en hordes désorganisées, abandonnant chars incendiés, dont les tourelles ouvertes fument comme des cheminées infernales. Silence relatif alors, seulement le crépitement des feux, gémissement des blessés, et Lambert s'assoit, dos contre un tronc écorcé, fumant une Players rationnée, nicotine calmant les nerfs à vif, fixant le ciel où un Morane 482 français solitaire passe bas, moteur chantant la victoire. Le poids de la survie l'écrase. Pourquoi moi, pas lui? Peur résiduelle qui fait sursauter à chaque craquement de brindille. Et la nuit venue, veiller dans le froid mordant, couvertures humides collées à la peau, rêve de piquer enflammé entend le sommeil agité. Aube suivante, avance triomphale sur falaise en ruine, rue pavée jonchée de carcasses de Kübelwagens, civils hagards sortant des caves, odeur de pain rance et de cadavres frais, et là, sur une place, un mémorial improvisé. Épave d'ailes de P-47 plantée en terre, inscription à Yves Duval, héros de la poche. Lambert touche le métal tiède, sent la vibration fantôme du moteur, larmes coulant enfin librement, collapse émotionnel dans les bras d'un brother d'armes, sanglots partagés dans le silence sacré de la victoire amère. La guerre continue, relentless, vers Paris libéré puis l'Alsace natale, mais ce moment, cette chute en feu, marque à jamais leurs âmes. Un lent burn physique et spirituel qui ne s'éteint jamais vraiment, gravé dans la chair et la mémoire collective de ceux qui marchèrent sur ces cendres. L'expansion se poursuit inlassablement, car l'après-coup de cet acte irradie comme une onde de choc. Des semaines plus tard, dans les archives du Chaef à Versailles, des officiers britanniques et français compulsent les rapports, relatant comment la destruction du dépôt a privé la 12e SS Panzer de ses dernières roquettes Nebel, permettant la fermeture définitive de la poche le 21 août, 50 000 prisonniers, 10 000 morts Boche, tournant décisif avant la libération de la France. Mais pour les hommes au sol, c'est viscéral. Cicatrices qui tiraillent par temps humides, cauchemars de flammes dans le cockpit, odeur fantôme de cordite qui réveille en sursaut. Duval, promu à titre posthume au rang de commandant, médaille de la Légion d'honneur épinglée sur un coussin lors d'une cérémonie à Alger où sa veuve, visage fermé sous le voile noir, reçoit l'hommage muet des pilotes survivants du GC 2.23, leurs yeux rougis par le chagrin refoulé. Elle sent le poids de la boîte contenant ses restes, un bout de gouverne et des effets personnels calcinés, lourde comme le remords du survivant, et rentre chez elle, à Casablanca, où la fille grandit avec les histoires du père héroïque, jouet en forme d'avion P-47 taillé dans du bois d'olivier. Sur le front, Lambert, promu caporal, combat à Colmar en novembre, neige fondue collant aux bandes molletières, doigts gelés sur le fusil, rappelant chaque nuit la chaleur de ce crash salvateur, morale boostée par le mythe du fantôme de falaise. Confusion persiste. Était-ce un suicide calculé ou un accident divinisé? Débats autour des feux de camp, voix rauques,
narrant l'événement en boucle, étirant les secondes du piqué en légendes éternelles. L'hiver 44 ronge les corps, rhumatisme précoce, toux persistante de gaz moutarde résiduel. Mais l'élan donné par Duval porte les Alliés à la Rhine, traversée en mars 45 sous bombardement de V2 hurlants. Et enfin VU-Day, 8 mai. Explosion de joie à Strasbourg, vin Riesling coulant à flot, mais pour les vétérans, silence intérieur, poids écrasant de pertes comptées en amis disparus. En 50 après, réunion à Falaise, cratère comblé devenu mémorial, pierres gravées, mains arthritiques se serrant, yeux humides revivant le slow burn, fumée, feu, décision fatale. Et vous, spectateurs, sentez encore le manche durci, la chute infinie, l'impact qui résonne dans l'éternité de l'histoire. 50 ans plus tard, Falaise sous la pluie normande, crachin tenace qui efface les contours du mémorial. Lambert, octogénaire voûté, béquilles plantées dans la boue comme des baïonnettes rouillées, dépose une gerbe fanée sur la pierre gravée. Ici tomba le fantôme, 17 août 1944. Voix chevrotante, il raconte une ultime fois au gamin ébouriffé, arrière-petit-fils de pilote. Le vrombissement sourd du P-47, aile noircie par la gerbe de 500 livres larguées in extremis sur la poche de Falaise. Char Panthers écrasé sous l'avalanche de ferraille incandescent. Pas un suicide, fiston, une offrande. Duval a vu l'ange dans le viseur, et il a plongé. Les gosses, yeux rivés sur leur smartphone, filment en tremblant, postant le mythe viral sur TikTok. Fantôme de Falaise, millions de vues, deepfakes recréant le piqué en CGI fluide, flammes léchant le cockpit virtuel. Mais Lambert secoue la tête. Vous sentez pas la cordite, vous? Année 2000, Casablanca revit. La fille de Duval, grand-mère ridée aux mains tachées de peinture, inaugure un musée aviation dans l'ancienne villa familiale. P-47 en bois d'olivier, trônant sous vitrine, aile brisée symbolique. Enfant du Maroc, du Sénégal, d'Algérie, touche du doigt l'histoire GC2 et 23. Normandie ni Yémen, c'est polonais, français libre, soviétique uni contre le Blitz. Elle pleure en silence devant la boîte calcinée, exposée comme relique. Gouvernail tordu, montre arrêtée à 14h27, photo jaunie d'une épouse disparue. Il est rentré, à sa façon. 2020, pandémie mondiale, confinement claquemuré. Lambert s'éteint seul à Colmar, télé branchée sur les infos. Drones ukrainiens piquant sur Kiev, écho du Rhin. Dernier souffle. Toujours le même feu. Funérailles virtuelles. Zoom larmoyant. Ou survivants centenaires, 3 OGC, momies de chair et d'honneur, lèvent un verre pixelisé aux fantômes. Cratère de falaise, envahi par les orties, balisé par GPS pour touristes en Tesla silencieuse. Vous, spectateurs millénial, drone en main, survolez le site. Pas de vrombissement, que le bip froid du numérique. Pourtant, au zoom max, une ombre fugace dans les herbes. Mirage ou écho? Le manche durci vous appelle encore, la chute infinie pulse dans les veines de l'histoire, immortelle, incassable. Fin du mythe? Non. Le fantôme rôde, éternel, dans chaque pilote qui choisit le ciel contre l'oubli. Roll credits, poussière d'étoiles sur fond noir. Rugissement Merlin s'estompant au fade out. The Library Bell, ATO 3, l'écho quantique 2045. Ciel fracturé au-dessus de New Delhi, mégalopole asphyxiée sous dôme climatisé. Guerre proxy IA. Essaim de drones quantiques. Cobit dansant la mort. Invisible aux radars organiques. Pilote hybride. Vous, millénial upgradé. Cortex greffé de neuroliens GC223. Enclenchez le fantôme protocole. Cockpit holographique Pulse. Avatar Duval. Spectral en combinaison pressurisée. Yeux d'acier forgés dans la forge de Falaise. Plonge, fiston.
L'ange est dans le code. Swarm ennemi, chinois, russes alliés, libèrent les Léviathans. Drone mer gonflé d'hypersonique. Voilant le soleil comme un Blitz 2. 0. Vos qubits s'entrelacent. À quand le fantôme dans leur matrice? Écran, deepfake ancestral se superpose, P47 virtuel piquant à Mach 5, Merlin cryogénisé rugissant en overclock. Impact fantôme, Léviathan implose en cascade de lumière cohérente, cratère numérique creusé dans le bitstream. TikTok évolué, métaverse éternal, explose. Dallas fantôme quantique, milliards d'avatars likant en transe, NFT du manche tordu, vendu aux ultra-riches pour 69 millions de cryptos. Mais au cœur du vortex, glitch, l'ombre de falaise réapparaît, non en CGI, mais en écho quantique superposé. Lambert, uploadé dans le cloud immortel, murmure via un plan. Toujours la cordite, fiston, même dans les zéros et les uns. La petite fille de Duval, cyborg septuagénaire, pilote depuis Casablanca Orbital, villa familiale en station Lagrange, active le relique, boîte calcinée scannée en qubit, gouvernail tordu, commandant une flotte d'ailes laser. Enfant du monde, Mars, Colony Kids, lunar français libre, touche l'histoire via Neuralink. Normandie, Niemen, remixé en VR immersive, polonais virtuel, dogfightant des IA Blitz. Cratère originel, terraformé en mémorial holographique. Attire pèlerins en navette autonome. Vous survolez en exosuite, drone neuronal en main. Vrombissement synthétique, mais au zoom quantique, l'ombre pulse. Duval réel, Duval éternel, qubits emmêlés dans la chute infinie. Pandémie oubliée, guerre cyclique. Le feu du ciel ne s'éteint pas. Fin du mythe? Jamais. Le fantôme hack l'univers dans chaque pilote, chair, silicium ou plasma, qui choisit le piqué contre l'entropie. Fade to white noise cosmique. Rugissement. Merlin fusionne avec le bang sonique des trous noirs. Post-crédit. Un gosse d'Alpha Centauri, yeux augmentés, trace un P47 dans la poussière stellaire. Papa, c'est qui l'ange? Sourire paternel. Ton grand-père, fiston. Et le tien. Roll Eternal Credits. L'histoire, incassable, s'étend à l'infini.